Oui, le sous-titre, ce serait de l'évasion du désir au désir d'évasion. Ouais, L'admission dans les structures médico-sociales ainsi que dans les EHPAD est un parcours du combattant pour les familles et les futurs résidents. Du côté des familles, il faut s'armer de patience. Elle est déjà bien entamée par la prise en charge de leurs parents handicapés ou vieillissants. Pour ce dernier, l'admission pose problème. Il doit se résoudre à quitter son domicile et rompre ses liens traditionnels avec ses aidants. Il s'oppose, résiste, voire refuse cette admission au goût de rejet et d'exil involontaire. Il n'entend pas pourquoi ses aidants le rejettent et le présentent comme une charge après tant d'années d'accompagnement. Il vit ce revirement désirant avec une amertume qu'il exprime de plus en plus souvent lors des premières semaines de son admission dans son nouveau lieu de vie. Parfois, il s'oppose aux soins ainsi qu'à ces pratiques dites hospitalières qu'il vit comme inhospitalières. Au fil des semaines, insidieusement, il entend qu'accepter, cesser de se plaindre, de s'exprimer, l'introduit dans une ambiance de silence entendu, dans un cadre institutionnel auquel il ne comprend pas grand-chose. Dans cette optique, comment revendiquer son identité, faire entendre sa singularité, sinon à travers l'opposition et le refus. Dans un système, un sujet se distingue par sa non-compliance. Ces réponses déplacées provoquent de micros incidents impactant le fonctionnement général. La singularité fait tâche. Elle grippe les rouages. Un système ne se remet pas en question parce que l'un de ses éléments produit une réponse inattendue ou défaillante. Sa pérennité dépend de la soumission de tous ses acteurs, réduits à des agents actifs ou passifs. Le système s'organise autour d'objectifs précis, avec ses rythmes et ses règles. Dans les structures d'accueil à triple tarification, le résident et ou sa famille participent financièrement aux frais d'hébergement. La collectivité prend en charge les soins. Ces services médico-sociaux et sanitaires hébergent et soignent, souvent jusqu'à la mort. C'est pour cette raison que, paradoxalement, on les dénomme lieux de vie. Afin de mettre l'accent sur la dimension d'accueil plutôt que sur celle de la fin de la vie. Ces établissements ont pour mission de pallier à la prise en charge des familles. Cependant, ils n'offrent pas les mêmes libertés ni la même tolérance qu'un milieu familial. De nombreux résidents se sentent opprimés, voire privés de leurs droits élémentaires. Non seulement beaucoup s'ennuient, mais se sentent également brimés par des malentendus ou des pas entendus. Leurs habitudes sont bouleversées par des pratiques hospitalières. Dans ces lieux de vie, répondre aux besoins organiques, aux besoins émotionnels et psychologiques sont des domaines séparés, voire clivés. Le résident en fait la difficile expérience. Après son admission, une tension s'installe rapidement. Le matin notamment, et ce malgré les prises en charge dites individualisées. Le résident est privé de ses choix dans ce qu'on lui présente pourtant comme son domicile. On le réveille, lui propose de participer à sa toilette et on lui annonce qu'il doit s'apprêter pour le petit déjeuner. Et si j'ai pas faim, dit Mélanie. Bah vous irez quand même. Pourquoi si je vous dis que j'ai pas faim? Madame, c'est l'heure. Je dois vous aider à vous laver avant d'aller au petit déjeuner. Mais puisque j'ai pas faim, je peux pas me laver ensuite? Ne faites pas l'enfant, il faut me comprendre. Vous n'êtes pas la seule résidente de mon secteur, j'ai un programme. Vous pouvez pas revenir plus tard? Quand? Ce serait mieux maintenant, hein. Le résident cède sous la pression. Il comprend que sa résistance est futile et que sa sérénité va de pair avec sa soumission. Qui est-il ici-bas? Que représente-t-il? Quoi qu'il en soit, l'ordre d'un service de soins doit être toujours respecté. Madame, vous vous êtes habillée sans vous laver les cheveux. C'était prévu pour ce matin. Je ne veux pas. Comment ça? Je ne veux pas que vous me laviez les cheveux. Ça fait une semaine, c'était jeudi dernier. Il faut les laver maintenant. Je ne veux pas. Si, c'est le jour et ils sont sales. Non, c'est non. La soignante recule, elle est frustrée dans l'accomplissement de son devoir. Elle ne fait que son travail. À cet instant, le psychologue du service passe dans le couloir. La soignante l'interpelle. Elle est visiblement agacée. Ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, sans être injustes, commettent des injustices. Salut, tu peux pas m'aider? Estelle ne veut pas que je lui lave les cheveux ce matin. Ça fait un quart d'heure que je lui demande. Elle s'obstine. Le psychologue s'approche de la résidente. Bonjour madame. Vous voulez pas qu'on vous lave les cheveux ce matin? Non, répond la résidente. Elle est à présent rouge de colère. Pour quelle raison refusez-vous quand je vous lave les cheveux? Je ne peux pas payer. Je n'ai pas d'argent. Ah, c'est embêtant. Je comprends votre gêne. Bon, comme c'est moi, si je vous dis qu'aujourd'hui ce sera gratuit, rien que pour vous. Gratuit? Ben oui. Alors j'accepte. La résidente se lève et rejoint Angèle. La soignante est surprise par la rapidité avec laquelle le psy vient de dénouer le conflit.
Elle ne comprend pas comment, en si peu de temps, il est parvenu à désamorcer une situation impossible entre obligation de soins et désir singulier. Transformer un conflit en une problématique ouvre un dialogue respectueux. Le respect des principes de la disputatio préserve le désir et permet des ouvertures inédites. Dans ce cadre, force est de remarquer que la résidente entend implicitement que ce qu'on lui propose n'est peut-être pas gratuit, que sa prise en charge aurait un coût qu'elle ne peut assumer dans sa détresse et sa dysautonomie. Estelle se sent en dette des soignants, elle hésite souvent à demander de l'aide. Ainsi est-ce pour cette raison que les personnes qui sont dans l'extrême nécessité ou en exil, pour peu de secours qu'on leur donne, pensent toujours avoir reçu beaucoup. Elles savent que rien n'est gratuit en ce bas monde, que tout s'expie, le bien comme le mal. Le bien, c'est beaucoup plus cher, forcément. Madame Estelle comprend qu'elle est sous clé et que ses choix sont limités. Elle tente de négocier avec sa responsabilité, sa culpabilité inconsciente et ce qu'elle ressent comme une violence quotidienne. Elle a envie d'être reconnue, peut-être même d'être aimée. Malheureusement, ses proches sont loin, ils viennent rarement lui rendre visite, ils vaquent à leurs petites affaires, la vie les appelle, ils n'ont plus de temps pour elle. Comme beaucoup d'autres résidents, elle se sent abandonnée, mise au banc, laissée pour compte sur le chemin de l'existence. Le passé est déjà loin, le présent est difficile et l'avenir inenvisageable. Pour quelles raisons les soins dans les lieux de vie passent-ils si souvent par des injonctions? Les soignants banalisent, ils prétendent qu'ils n'ont pas le temps de négocier avec des caprices. Dans leur esprit, le devoir de soins fait force de loi. Elle est la némésis des résidents, l'inévitable. Après une admission, la machine hospitalière obère aisément la fonction d'accueil. Par exemple, comment ces lieux de vie prennent-ils soin de la neurodivergence, du vieillage et du handicap? Quel sort réserve-t-on à la différence dans ces espaces normalisants? Soignants et résidents ne cohabitent pas dans les mêmes dimensions du réel. La réalité des uns n'est pas celle des autres, celle des soignants n'est pas le négatif de celle des résidents. Lorsque ces différentes dimensions se rencontrent, elles s'opposent, luttent, se contraignent. Qu'est-ce que la réalité? L'étymologie de réalité nous ramène au latin res, la chose, le trésor, mais aussi la cause du procès, l'affaire. La chose, ce qui fait réalité, s'oppose au rien, à ce qui échappe aux affaires des hommes. Depuis la nuit des temps, les institutions fondent la réalité consensuelle. Elles définissent les modalités des échanges dans un cadre juridique, architectural et dogmatique. Quant à la res publica, la chose publique, elle fonde les relations politiques. Institutere en latin, c'est fonder, établir, donner un commencement. Toutes les institutions et les établissements qui en dépendent participent des mêmes dimensions de la réalité. En cela, elles produisent une interprétation sociétale, juridique et politique du réel. Or, qu'est-ce que le réel, si ce n'est justement ce qui échappe à la représentation immédiate? Le réel est le trou dans la chose, l'indicible du discours, la maille imperceptible du patchwork des réalités singulières et institutionnelles au sein des sociétés humaines. Le réel, c'est l'autre dans son incontournable présence. Au sein des structures médico-sociales et sanitaires, la res, la chose, qui oriente les soins, répond à une obligation juridique, une orientation politique, économique et organisationnelle. Dans ces cadres enchâssés, les missions dominent sur les opinions, l'organisation sur les désirs. Pourtant, au quotidien, la puissance de l'institution reste relative. Comme dans tous les milieux humains, il existe des forces d'opposition, des refus, des faux pas, des erreurs d'appréciation, mais également des paroles, des espaces d'évasion, souvent confondus avec des espaces de liberté. Ce qui n'empêche nullement certains lieux de vie d'être souvent des espaces de détention. En tant que lieu de soins, ils surveillent, observent, comptabilisent. Tous leurs agents, passifs ou actifs, sont soumis à un contrôle et des vérifications permanentes. Or, qui dit contrôle implique la généralisation d'un état agentique dont la violence va de pair avec la déresponsabilisation qu'il entraîne. Là où les résidents devraient être au cœur des préoccupations, le rythme des prises en charge les repousse à la périphérie, réduisant leur subjectivité et leur souffrance à des choses qui, en cas d'événements indésirables, passent aisément du soin au juridique. L'organisation du lieu de vie oriente la pratique des acteurs du soin. Préparation des médicaments, transmission, soins d'hygiène, distribution des traitements, petit déjeuner, pause des soignants, soins d'hygiène, préparation du déjeuner, distribution des traitements, soins d'hygiène, transmission, goûter, coucher. Et ça recommence le lendemain. Nous sommes au milieu de l'après-midi ou en début de soirée en plein hiver. Les résidents observent le passage des saisons par les fenêtres. Alors que les jours commencent à s'allonger, la machine hospitalière poursuit son roulement. Les salles communes sont vides, un silence pesant règne. Les couloirs sont déserts, le lieu de vie semble en apnée. C'est une illusion. Dans les chambres, les soignants s'affairent,
Une veilleuse allumée au-dessus d'un chambranle fait preuve de leur présence derrière la porte. Les rares voix sont étouffées. Parfois, il arrive qu'un résident, ou devrait-on dire un résistant, s'accroche à sa table dans la salle commune. Il paraît abandonné à sa solitude. Il n'est pas aussi dit autonome que les autres, il n'a pas besoin de se soumettre à l'horloge institutionnelle. Son autonomie lui permet de négocier un espace de liberté, voire d'ignorance, dans la mesure où, comme toute l'équipe s'affaire, personne ne lui prête attention, du moins pour le moment. De loin, l'observateur se demande si ces lieux de vie ne cacheraient pas quelque chose de plus mortifère. Une légère ambiance de cimetière pèse sur la salle commune. L'ordre hospitalier impose son organisation au détriment des voies singulières. Arsène a 72 ans. Il doit subir une cimentoplastie ce matin dans les suites d'une chute avec fracture. L'intervention est prévue de longue date. Il est 7h30. Les soignantes lui proposent de prendre une douche afin de préparer l'intervention. Arsène refuse. Il se tient debout devant son lit, vêtu de sa couche souillée. Son visage est fermé. En désespoir de cause, les soignantes font appel au psy. Ce dernier rejoint la scène. 2 soignantes se tiennent devant la porte entre frustration et désolation. Le psy reconnaît une persévération coutumière chez ce résident. Rien d'exceptionnel, juste un rendez-vous mis à la question. Que se passe-t-il? Je ne veux pas prendre de douche. Bah enfin, c'est le protocole, faut peut-être y aller. Hein. Non, j'ai pas envie. Bon Arsène, on reprend. Si je comprends bien, vous ne voulez pas vous faire opérer ce matin. Je ne veux pas prendre ma douche. Vous avez mal au dos? Oui. Bah, si vous ne prenez pas votre douche, on ne pourra pas vous emmener pour l'opération. Et si on ne vous emmène pas à l'opération, elle sera remise dans 5 semaines, 8 semaines, 1 mois, 2 mois. Vous avez envie de souffrir pendant encore 2 mois? Non. À ce moment-là, il prend sa couche, il la met par terre et dit « Maintenant, je vais prendre ma douche ». Arsène sera opéré en temps et en heure, le dispositif hospitalier a fonctionné, les objectifs ont été atteints. Victoire. Arsène a décidé de son destin pour lui-même en connaissance de cause. Dans le dialogue, il s'est emparé de sa réalité clinique et de sa plainte et s'est engagé pour son mieux-être. Cependant, avant que sa démarche soit entendue, il a été nécessaire de reprendre les données du problème afin d'y intégrer sa subjectivité, ses souffrances et ses douleurs. Les soignantes sont l'otage de leur état agentique, elles ne se sentent pas responsables de leurs paroles, mais du programme qu'elles réalisent. Par conséquent, elles ne voient pas l'intérêt d'engager un dialogue avec un résident. Dialoguer, ce n'est pas l'affaire des soignants. Pour eux, dialoguer, c'est perdre du temps et de l'efficacité. Dans les lieux de vie, là où le soin est corollaire de l'hôtelier, il est si facile de refouler combien la question de l'accueil est essentielle au quotidien. Accueil du sujet, de sa singularité, de sa parole, de ses émotions, de ses souffrances et de ses douleurs. Malheureusement, les soins supplantent la prise en charge hôtelière, autrement dit, la prise en charge littéralement hospitalière. Or, dans ces structures dites d'accueil, l'obligation de soins fait planer une notion de violence qui s'exprime sous le biais du devoir, de l'obéissance, par la soumission à une machine à guérir. Alors je vous rappelle que machine à guérir, c'était le nom qu'on donnait au XVIIIe siècle aux premiers hôpitaux. C'est pas contemporain, hein, c'est Tenon, je crois, qui avait commencé. Étymologiquement, le signifiant violence renvoie au vivant, au bios, à la vie nue. La violence n'est pas une action forcément hétéro-agressive, elle est l'expression du biologique. La violence, ce sont les bourgeons qui percent l'écorce des branches au printemps. C'est la douleur, l'inflammation d'un organisme répondant à un choc. La violence, c'est la dissémination métastatique d'une tumeur cancéreuse. La violence n'est pas le propre de l'humanité, mais au règne du vivant. L'agressivité, en revanche, la symbolisation plus ou moins articulée de la violence, est plus spécifiquement humaine. C'est pour cette raison même que les lieux de vie sont des lieux de violence et d'agressivité. La réalité de leur fonctionnement implique cette violence quotidienne. L'organisation ne fonctionne pas que par l'intervention des soignants qui, parce qu'ils sont souvent des soignés, se changent en soignants. Comment reconnaître la singularité de son prochain, de son Nebenmensch, lorsque la nôtre est en question, voire déniée? Qu'allons-nous attendre des soignants? Qu'ils pensent, qu'ils se pensent, ou agissent en se soumettant à l'organisation des soins, forcés par le système à rendre des comptes à propos de leurs actes et de leurs paroles, qui sont également considérés comme des actes, les soignants se vouent au mythe de l'efficacité afin de fournir le résultat attendu par la réalité institutionnelle. Leur identité professionnelle et parfois personnelle en dépend. Si des lieux de vie sont si difficiles à vivre, c'est peut-être parce qu'ils sont éminemment fonctionnalistes. Ils privilégient les valeurs fonctionnelles sur les valeurs humaines. Là-bas, on ne soigne pas, on manage des soins.
On ne gère pas des sujets dépendants, mais les handicaps d'usagers de la santé. On ne dialogue pas avec eux, on communique. On leur dit quoi faire, comment faire, on les éduque, on les conditionne afin que les choses soient humainement gérables pour les équipes. Les lieux de vie ont oublié qu'ils sont des espaces soumis à une économie politique précise. Ils ne perçoivent plus que l'économie telle que la voyaient les Grecs. C'est pas tout à fait la même chose. À cette époque, l'économia définissait les principes de gestion du couple, de la famille, du domaine et des esclaves. Comme l'écrivait Aristote, qui veut administrer comme il convient les affaires d'une maison doit bien connaître les lieux où s'exercera son activité, être par nature doué de bonne qualité et avoir par choix réfléchi le goût de l'effort et le sens de la justice. Le goût de l'effort et le sens de la justice. Dans les lieux de vie, qui sont les maîtres et les esclaves? À cette question, on peut répondre que les usagers ne sont certainement pas les maîtres, même s'ils ont implicitement le statut de patron, puisqu'ils payent pour un service. Néanmoins, dans les faits, ils n'ont aucune responsabilité de gestion. Les résidents ne sont pas maîtres de leur existence. Quant aux acteurs du soin, il arrive de faire entendre aux objets de leurs soins que non seulement ils ne sont pas des patrons, mais qu'ils leur seraient symboliquement ou imaginairement endettés. Il arrive ainsi que ce qui relève du soin soit interprété par les soignants comme un avantage relatif accordé à autrui. Dans cette optique, la question de l'accueil est supplantée par celle du sens du service. Lorsqu'on prend en charge la neurodivergence, le handicap psychique et ou physique, ces soignants le font-ils pour autrui ou pour eux-mêmes, à travers les autres? S'ils sont au service des résidents, on parlait jadis de vocation, voire de don de soi. Lorsque leur service est aussi vital que respirer, la singularité des soignés passe bien après les nécessités des soignants. Dans cette optique, le résident est un moyen justifiant une fin qui ne le regarde pas. On l'affuble d'une valeur d'usage, or qui suppose l'usage laisse entendre la possibilité du fructus et de l'abusus, comme le précisait le droit romain à propos des biens matériels. Dans ce cadre institutionnel, on dira que la personnalité des résidents est juridiquement aliénée au profit de l'organisation et de ses agents. En droit, en effet, aliéner consiste d'abord à priver, puis à transférer le bien d'un sujet à une autre personne. Et là, on parle de personnes juridiques. Un esclave est un être endetté à vie à l'égard d'un maître qui, en échange de son travail et de sa soumission, est susceptible de lui offrir un pécule. Ce que d'aucuns dénomment aujourd'hui argent de poche. On le voit, la situation des résidents des lieux de vie n'est pas enviable. Ils se sentent enfermés, brimés, endettés et conditionnés. Dans ces situations, on peut entendre que certains expriment des désirs d'évasion. Ils veulent partir, quitter les lieux, respirer l'air d'une liberté recouvrée. « Je veux rentrer chez moi, nous dit Jean-Marie. Je veux retrouver ma maison et vivre là-bas. Je sais que mon frère est mort, mais je veux rentrer. » Vous pensez que vous arriverez à y vivre seul? Non. Alors on fait quoi? Je veux rentrer. Vous venez de dire que vous ne pourriez pas y vivre seul, et vous serez seul. C'est vrai. Jean-Marie ne supporte pas l'idée d'une admission au long cours, où que ce soit. Il rêve d'un ailleurs, où il ne serait pas libre, compte tenu de sa dépendance psychique, mais il se sentirait libre, bien qu'accompagné comme par le passé. Pour lui, comme beaucoup de résidents, la liberté n'est pas une possibilité, mais un horizon désirant, une réalité psychique à laquelle il s'accroche. Arsène, que nous évoquions plus haut, rêvait de quitter l'USLD, où il était resté pendant une décennie. Un matin, quelques semaines après son intervention chirurgicale, il tombe face contre terre. Il est transféré inconscient aux urgences. Là-bas, au regard de son âge et de ses antécédents psychiatriques, les médecins prennent la décision de le sédater et de le transférer dans un service de soins palliatifs où il décédera 48 heures plus tard sans avoir repris ses esprits. Arsène est enfin parvenu à quitter son lieu de vie, mais alors qu'il avait expressément demandé à être réanimé, car il tenait à son désir d'évasion comme à sa vie, les médecins en ont décidé autrement. Au fond de moi, j'espère qu'à l'instant de son dernier souffle, il était déjà loin, et que son économie psychique l'avait projeté dans une réalité détachée des contingences d'une existence qu'il vivait comme misérable. Voilà. Alors, je n'ai pas prononcé une seule fois le mot d'éthique parce qu'en fait, toutes ces problématiques sont des problématiques éthiques.
Merci, Monsieur Gendroc. Est-ce que, de prime abord, comme ça, juste après l'intervention, vous avez une ou deux questions que vous aimeriez partager et poser directement à Monsieur Gendroc? Est-ce que lorsque les soignants instrumentalisent les psychologues, ce que vous avez raconté est en fait plus une utilisation des psychologues qu'une place donnée à la parole? Est-ce qu'on peut espérer qu'après avoir pu utiliser le psychologue, la place de la parole augmente ou devienne plus légitime? Alors, je vais inverser votre question, parce qu'en fait, ce n'est pas une instrumentalisation, c'est un appel de détresse. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment faire. Et à ce moment-là, ils ne cherchent pas à instrumentaliser le psychologue, ils se demandent si ce professionnel serait capable de dénouer la problématique qu'ils ont eux-mêmes créée. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont pris dans l'obligation de soins, ils veulent faire les choses et ils se disent « mais là, je suis bloqué ». Alors peut-être que lui ou elle va avoir une bonne idée. En fait, ils cherchent l'idée qui va leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont dans un état agentique, complètement déresponsabilisé, et ce n'est pas de l'instrumentalisation, c'est vraiment un appel de détresse, c'est de l'Hilflosigkeit freudienne, c'est je ne sais pas comment faire, je ne sais pas chez qui m'adresser, je suis un petit enfant en quête d'un tuteur, d'une tutrice qui va peut-être me guider. Alors, le résultat, c'est qu'il y a une place à la parole, mais pas une place générique, c'est une place à la parole d'un grand autre qui n'est pas soi. Et là, il y a une place à occuper pour un psychologue, il y a une place de tiers à alimenter et à entretenir au quotidien, qui est à la fois une place de distance, une place d'humour, de spiritualité, qui va réinstaller de l'humanité dans des obligations et quelque chose d'extrêmement diabolique où il n'y a que le oui et le non qui jouent. Voilà. C'est que vous nous décrivez des soignants qui sont en parfaite incapacité de prendre en charge des résidents et de leur apporter l'humanité, l'écoute que vous décrivez comme possible chez les psychologues. Je pense personnellement que vous faites fausse route, pardonnez-moi, mais moi je suis persuadée que beaucoup de soignants aujourd'hui sont en capacité, comment dirais-je, de prendre en charge des situations singulières avec beaucoup d'humanité, parce que, eh bien, toutes les situations que vous évoquiez, ce sont par exemple dans la structure dans laquelle je travaille, des situations qui sont évoquées, qui sont réfléchies de façon commune. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait là le procédé soignant. C'est tout. Ah, j'aime beaucoup parce que je m'y attendais. Non, mais c'est important de pouvoir en parler et c'est important que vous le dites. Seulement, l'exercice qui était le mien aujourd'hui, ça a été de mettre en place des exemples où il y a quelque chose de l'ordre d'une conflictualité. Donc, évidemment, je ne vais pas parler des bons côtés, parce que si je parlais des bons côtés, tout le monde se serait endormi au bout de 5 minutes. Parler des belles choses, c'est pas très pédagogique. En revanche, parler des choses plus difficiles, parce que tous ces événements que j'ai évoqués sont des réalités. Je veux dire, ce sont des faits, certains se passent quotidiennement. Je ne peux pas y échapper. Ce n'est pas un procès des personnes, ce n'est pas un procès des soignants. C'est un procès de situation clinique dans laquelle des soignants sont empêtrés par eux-mêmes et ne savent pas sur le moment, je dis bien sur le moment, comment en sortir. Parce qu'il y a des transmissions, il y a des moments où on en discute, il y a plein d'instants où il y a une discussion d'équipe qui est faite, mais ce genre d'événements, qui sont des événements intimes, privés, sont rarement évoqués, très rarement évoqués. Pendant les transmissions, pendant les réunions pluridisciplinaires. Ce n'est pas à ces moments-là qu'on va en discuter parce que ça paraît normal. Alors évidemment, je pointe avec un regard certainement acéré ces situations-là, mais je ne fais nullement le procès des soignants qui généralisent
Je ne généralise pas, ce sont que des cas singuliers que j'ai évoqués. Voilà, il ne faut pas le prendre de façon générique. Prenez-le comme des exemples du quotidien avec des personnes qui sont empêtrées dans leurs fonctions, qui, à certains moments, ne savent pas comment faire. Parce que tous ces soignants qui à un moment donné, me sollicitent, sont des gens avec qui je m'entends très bien. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rien du tout. C'est, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin d'aide, je suis dans la détresse. Sur le moment, après, ça se passe très bien. Ils sont très chouettes. Mais il y a des moments où ça ne se passe pas, parce qu'ils ne savent pas comment en sortir, parce qu'il est trop tôt, parce qu'ils sont pressés, parce que ceci, parce que cela. Et c'est par ça que nous, on intervient, parce qu'on va tout d'un coup porter du tiers, porter de la médiatisation dans quelque chose d'immédiat. Et c'est ce que je critique le plus, c'est l'immédiateté. C'est pas autre chose. C'est le rapport immédiat qui empêche la pensée. Et justement, comme moi, quand j'interviens là-dedans, je médiatise. Je crée quelque chose qui rend une place à la parole, comme disait madame. Et cette place à la parole, elle est importante. Mais je ne peux pas signifier les bons côtés des choses, parce que c'est que la parole est déjà là. Donc si elle est là, moi, je n'interviens pas. C'est ce que disaient un de mes amis écrivains, à qui on reprochait, on lui disait, mais enfin, vous décrivez toujours des familles dysfonctionnelles. Il dit, bah, sinon, je ne pourrais pas vous raconter d'histoire. Voilà. Je peux juste intervenir très brièvement. Ce qui est quand même pointé, que vous avez évoqué à un moment sur la machine à guérir, c'est la structure. Je veux dire, il y a les individus et effectivement, il y a des problématiques liées parfois au positionnement des individus, mais les individus sont dans une structure dans laquelle effectivement on les met dans des injonctions paradoxales. Et les injonctions paradoxales sont celles d'un faire et d'un faire du soin, alors que en même temps on leur dit qu'ils sont dans un lieu de vie. Et ça revient effectivement tout à fait sur le sujet du jour, c'est-à-dire que quelle que soit la qualité du soignant, la qualité humaine du soignant, il se retrouve nécessairement à un moment ou à un autre dans des situations où il est obligé de choisir. Et il choisit en fonction de ce que la structure a décidé pour lui. C'est ça.